Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Yara Khoury, docteur en histoire contemporaine dont les recherches portent principalement sur la guerre du Liban. Résidente aujourd'hui à Bucarest, Yara Khoury est chargée de cours à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, où elle assure un enseignement axé sur le Liban et le Moyen-Orient à l'époque moderne et contemporaine, les croisades en Orient et l'histoire européenne depuis la Révolution française. Elle travaille aussi comme consultante auprès d'ONG libanaises qui mettent l'histoire au cœur de leurs actions, visant à promouvoir la citoyenneté et la réconciliation nationale. Yara Khoury, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, avant de commencer cet entretien, je mentionnerai que je suis très content d'accueillir une nouvelle fois une Libanaise à l'émission, Libanaise à l'émission Le Micro du Soir. L'ambassadrice du Liban à Bucarest, Rana Mokadem, vous a précédé dans ce studio, tout comme d'autres Libanais, roumano-libanais ou franco-libanais. Alors, si vous le voulez bien, je ferai d'abord une petite mise en contexte concernant votre pays, le Liban. Début janvier, après 2 ans sans président de la République, le général Joseph Aoun a été élu président par le Parlement. Et vous me coupez si je me trompe à un moment donné. Joseph Aoun, qui semble-t-il a la réputation de faire preuve de probité et d'impartialité. Le Hezbollah, acteur incontournable de la scène politique libanaise, groupe paramilitaire et parti religieux allié à l'Iran, est lui sorti affaibli après 2 mois de guerre avec Israël et la chute début décembre du président syrien Bachar al-Assad, son allié. Le conflit régional, lui, continue malgré les cessez-le-feu. Je rappelle qu'Israël et le Hezbollah s'étaient mis d'accord le 27 novembre dernier pour une pause, notamment au sud du Liban, à la frontière avec Israël. Mais les bombardements se poursuivent et les civils meurent toujours. Dans un entretien que vous avez accordé, Yara Khoury, aux médias Les Clés du Moyen-Orient, le 28 novembre dernier, juste le lendemain de la signature de cet accord, vous faisiez déjà état de la fragilité de cet accord. Donc, où en est-on aujourd'hui exactement ? Alors, aujourd'hui, on est dans une situation assez morose, je dois dire. Si vous voulez bien, on peut commencer par le terrain. Oui. Alors, l'accord de cessez-le-feu indiquait qu'il fallait qu'Israël évacue les villages situés à la frontière entre Israël et le Liban, et qu'en contrepartie, le Hezbollah se retirerait de cette même zone frontalière jusqu'au nord du fleuve Litani. Donc, il serait bien loin de la frontière israélienne, ce qui offrirait à Israël les conditions qu'il recherche afin de pouvoir réinstaller les habitants du nord d'Israël chez eux, ce qui n'est pas encore fait. Donc, aux dernières nouvelles, le Premier ministre Netanyahou se donne jusqu'à mars pour que ses habitants rentrent chez eux. Ils sont encore dans des hôtels ou je ne sais pas où, en plein Israël, mais certainement pas de retour chez eux. L'armée libanaise a été tenue de surveiller et de veiller à la mise en place de cet accord. Alors, aujourd'hui, on en est dans une cartographie bien précise. Israël s'est retiré du secteur ouest de la bande frontalière, donc du côté de la Méditerranée, c'est fait, le retrait a été fait. Donc au nord d'Israël. Au nord d'Israël, mais plutôt est. Il s'est retiré l'armée ouest. Il s'est retiré aussi du secteur est également. Beaucoup de villages ont été évacués, mais il reste le secteur central. Une série de villages d'où l'armée israélienne n'est pas encore sortie, et juste à la veille de la fin de la période probatoire de l'accord, donc le week-end dernier, là, il y a 3 jours, Israël a affiché clairement sa décision de ne pas évacuer ces villages. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah n'a pas rempli les termes de l'accord, ce qui est vrai, et parce que la fâcheuse posture de l'armée libanaise étant ce qu'elle est, l'armée libanaise n'a pas réussi, d'après Israël, à remplir la mission qui est la sienne.
Donc Israël reste. Excusez-moi, Yara Khoury, ces villages, ils sont au nord d'Israël ou au sud du Liban? Et ils sont au sud du Liban, au nord d'Israël. D'accord. Une région qui est assez particulière sur le plan stratégique parce que on est à la lisière du Liban, d'Israël et du Golan syrien. D'où l'importance également de tenir cette région pour Israël, une région où le Hezbollah, d'après Israël, continuerait à disposer de dépôts d'armes, de tunnels pour ses passages souterrains et autres, donc et in extremis, donc la veille même de la fin de la période probatoire, des échanges diplomatiques se sont accélérés au cours de la nuit et les Libanais se sont réveillés le lendemain sur la nouvelle que la période probatoire est reconduite jusqu'au 18 février. Ce qui nous laisse donc dans une situation tout à fait précaire, parce que tant que l'accord n'est pas dit complètement mis en place, il y a le danger bien réel que les choses ne rebasculent vers la violence, ce que les Libanais du Sud-Liban ne pourront certainement plus supporter après l'exode auquel ils ont été contraints au mois de septembre dernier. Leur vie, leurs conditions de vie tout à fait difficiles dans les lieux de fortune où ils ont pu être hébergés. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens de louer des habitations au prix le plus fort, ils n'ont pas été ménagés dans les régions d'accueil. Donc, pour la population du Sud-Liban, ça atteint les limites de l'insupportable. Et puis, il y a toujours des bombardements. Et il y a toujours des bombardements. Le jour où, dimanche dernier, où l'accord devait être à la fin de la période probatoire, les habitants de ces villages qui n'ont pas encore été évacués, d'un mouvement présenté comme spontané, mais certainement aussi moins spontané qu'il n'en a l'air, se sont rués vers leur village et ils se sont retrouvés face à face avec l'armée israélienne qui a tué à balles réelles, qui a tiré, qui a tué des civils désarmés face à elle, alors que l'armée libanaise n'a pu rien faire pour empêcher le carnage et elle a même perdu un de ses hommes. Donc là, nous parlons de ceci, ça s'est passé il y a 3 jours. Donc la situation est très compliquée sur le terrain. Israël a bombardé de nouveau des régions situées autour du Litanie et au nord de Litanie. Donc ça ne se limite plus à la bande frontalière. Et depuis quelques jours, nous avons de nouveau les drones israéliens et l'aviation l'aviation militaire qui survole Beyrouth, la banlieue sud et le sud-Liban. Merci Yara Khoury pour cette description de l'actualité très, très récente. En ce qui concerne le nouveau président, oui. le général donc Joseph Aoun, il y a une question qui me vient. Pensez-vous qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec le Hezbollah? Parce que même si, je le disais, il a été affaibli, ce mouvement-là a été affaibli, il reste important au Liban. Comment faire? Oui, alors c'est la question que se posent tous les Libanais en ce moment. L'élection de Joseph Aoun a suscité de l'espoir. Il y a eu un moment d'euphorie certain le 9 janvier dernier lors de son élection. C'est un homme qui est par ailleurs tout à fait remarquable. Il a servi comme commandant en chef de l'armée depuis 2018 jusqu'à son élection et il a pu maintenir la cohésion, l'unité de l'armée libanaise dans les circonstances les plus difficiles qui soient. La faillite de l'État libanais et de son secteur bancaire s'est ressentie très lourdement sur l'armée libanaise, qui a été pendant très longtemps incapable d'assurer des repas décents à la troupe. Il a fallu faire des économies sur la viande, sur beaucoup de denrées. Et l'armée libanaise, si elle a survécu toutes ces années qui ont été des années aussi de tous les dangers sur le plan sécuritaire, notamment ces derniers mois, c'est grâce à l'aide française, américaine, occidentale, je crois aussi les pays arabes, qui ont envoyé des fonds
afin de maintenir ne serait-ce qu'un niveau de vie décent pour ces soldats qui se battent avec très peu de moyens sur un terrain explosif, littéralement. L'armée libanaise est donc tenue maintenant d'être responsable du cessez-le-feu, alors que le Hezbollah, comme vous l'avez souligné, n'est pas réellement fini. Vous voyez? Pas plus que le Hamas, d'ailleurs, je pourrais vous le faire remarquer. Donc, si l'intention d'Israël était d'éradiquer le Hezbollah et le Hamas, on peut dire que pour l'heure, ce n'est pas le cas et il reste quand même des acteurs suffisamment puissants pour avoir un mot dans toutes les négociations présentes et à venir. Et alors, le nouveau président avec Hezbollah, et c'est quelle toujours, relation? voilà. Alors, avec le Hezbollah, le nouveau président a des relations suffisamment basées sur une forme de respect, de pragmatisme. Surtout que le Hezbollah, en l'état actuel, il a été affaibli quand même par les assassinats qui ont ciblé toute sa hiérarchie, à commencer par son secrétaire général, Hassan Nasrallah. Donc, il est vraiment décapité, le Hezbollah. Et puis, il a quand même perdu beaucoup de moyens. Et puis, surtout, la chute du régime Assad a quand même beaucoup entravé sa logistique qui passait de l'Iran par l'Irak à travers la Syrie jusqu'au Liban. Donc, il a quand même des problèmes. Mais il peut encore. Et il peut encore peser sur la situation. Et c'est là que le Liban apparaît comme un pays ingouvernable, en l'état où sont les choses actuellement. Donc, il y a ce président qui a le respect de la communauté internationale, des Libanais et même du Hezbollah. C'est bien. Un premier ministre a été nommé également. C'est un homme tout à fait remarquable. Nawaf Salam est d'abord le descendant d'une haute bourgeoisie beyroutine qui a été effacée littéralement du paysage politique par la guerre. Donc, il revient sur le devant de la scène avec, pour lui, quand même une histoire importante. C'est une famille qui est connue à Beyrouth, qui rétablit un peu cette haute bourgeoisie beyroutine sunnite au pouvoir. Et il a pour lui, sur le plan personnel, un CV tout à fait impressionnant. C'est-à-dire Sciences Po, voilà, diplômé c'est un intellectuel, docteur en sciences politiques, diplômé de droit de l'université de Harvard aux États-Unis. Il a enseigné aussi là-bas. Il est passé par l'école des hautes études en sciences sociales, vous savez, du boulevard Raspail. Donc, il a pour lui un CV tout à fait important avec les dernières lignes de son CV. Nous disent qu'il a été depuis 2018 juge à la Cour internationale de justice. Et au cours de l'année qui vient de s'écouler, il était le président de la CIJ. Et il a dû démissionner de son poste pour accepter de faire office de Premier ministre au Liban, chargé de composer un gouvernement de salut public. Donc on ne pouvait pas penser à une meilleure équipe entre le président et le Premier ministre, ce qui avait été d'ailleurs le... Et c'était vraiment le vœu le plus cher des Libanais. Vous savez, il y a eu un soulèvement populaire en octobre 2019 au Liban et la foule qui est créée pour réclamer des réformes. Et le nom de Nawaf Salam revenait déjà dès cette époque-là comme un premier ministre sur lequel pouvaient reposer les espoirs de l'État, du peuple libanais. Mais maintenant, je lisais la presse encore ce matin, l'heure n'est plus à l'euphorie, on est dans une forme d'impatience de la rue, qui est de plus en plus relayée par la presse, qui trouve que Nawaf Salam se perd un peu dans des négociations, notamment avec les chiites, qui sont représentés au Parlement par un duo chiite, comme on l'appelle maintenant dans le discours politique au Liban. C'est les députés chiites du Parlement libanais, ce sont des députés du Hezbollah et du mouvement Amal. Et en dehors de ces deux formations, il n'y a pas de députés chiites indépendants. Un gouvernement au Liban, pour qu'il puisse gouverner,
doit pouvoir regrouper autour d'une même table. Excusez-moi, ce sont des députés assez radicaux. Ce sont des députés qui maintenant ont perdu une guerre importante, qui clament la victoire pour vous savez, pour la population qui les suit. Donc, ils claironnent des slogans de victoire, alors que sur le terrain, c'est un désastre total. Au niveau du bilan humain, au niveau des destructions, au niveau de la tâche herculéenne de pouvoir rebâtir ce qui a été détruit. Mais en dépit de cela, ils clament la victoire. Et en plus, ils continuent de vouloir imposer leur carte dans la formation du prochain gouvernement. Et ils ont, pour eux, le monopole de la représentation chiite au sein du Parlement libanais. Mais est-ce qu'ils n'ont pas la majorité ? La majorité, elle est plus complexe que cela. Il n'y a pas de majorité parlementaire au Liban. Et la Chambre, elle est divisée à moitié entre chrétiens et musulmans. Mais un gouvernement ne gouverne pas vraiment par majorité parlementaire. Il gouverne par l'appui qui est donné au régime, d'accord, au président Aoun maintenant, et à Nawaf Salam, par les partis politiques, par les formations, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, qui considèrent que le duo président-premier ministre est suffisamment représentatif de leur pensée. Et suivant les questions, en débat. Voilà. Selon les questions, les débats, les partis jugent s'il est opportun ou pas de participer au gouvernement. Donc, il y a des partis chrétiens qui ont vraiment manifesté leur grande satisfaction à l'élection de Joseph Aoun, à la nomination de Nawaf Salam, et qui maintenant, redeviennent réticents. Parce qu'ils trouvent que Nawaf Salam perd du temps très précieux. Est-ce qu'il y a je suppose qu'il y a des musulmans aussi qui sont en faveur de ce duo et d'autres pas. Tout à fait. Tout est assez... Voilà, il y a même des musulmans, surtout dans le nord du Liban, qui ont exprimé des sunnites du nord du Liban, une région qui est très défavorisée, qui ont exprimé leur colère face au Premier ministre hier. Pourquoi vous mettez autant de temps à dialoguer avec les chiites alors que nous sommes totalement démunis, marginalisés à la périphérie nord du Liban? Donc, il y a beaucoup de mécontentement. Et entre-temps, Nawaf Salam, pour une raison que lui seul connaît, vous voyez, il est très facile maintenant de lui jeter la pierre, alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui est en train de bloquer ces tractations. Mais Nawaf Salam, il est face à une équation insoluble. Pas de gouvernement au Liban sans les chiites. Il faut qu'il y ait des ministres de la chiites qui veulent dans leur majorité quand même une réconciliation nationale et un Liban multiethnique, etc. Oui, et aussi parce qu'ils n'ont plus le choix. D'accord. Le gouvernement qui doit se mettre en place maintenant, il va avoir un certain nombre de tâches, principalement organiser les élections législatives de mai 2026. Donc, de toute façon, la durée de vie de ce gouvernement sera courte, finalement. Deuxième chose, assurer un climat de confiance suffisamment fort pour que les pays, notamment les États du Golfe, l'Arabie Saoudite, qui ont entre leurs mains le pouvoir de reconstruire le Liban, pour qu'ils aient suffisamment confiance et qu'ils mettent la main à la poche. Sinon, il n'y a pas de reconstruction au Liban. Donc, les chiites du Hezbollah, qui maintenant se relèvent abasourdis d'un traumatisme effroyable. Jamais ils n'auraient pu penser. Ils sont dans un déni pour certains. Une large partie de la communauté est encore dans le déni, refusant de croire que le secrétaire général est mort. Pour eux, il reçoit des soins, il va revenir. Donc, on est dans une atmosphère tout à fait particulière chez les chiites. Mais en même temps, il y a les conditions de vie et l'urgence implacable de la reconstruction. Et voilà.
Précisément, on va en parler de... Oui. Merci pour cette transition de la reconstruction. Suite à la visite du président français Emmanuel Macron le 17 janvier à Beyrouth, une conférence internationale est prévue bientôt à Paris. Je ne sais pas si vous avez la date, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait un gouvernement. D'accord. Pour aider à cette reconstruction du Liban. Précisément, comment l'envisagez-vous? Je crois que vous m'avez dit avant cet entretien que vous partiez à Beyrouth la semaine prochaine, précisément pour parler de cette reconstruction. J'aimerais également, donc en répondant à cette question, que vous me parliez de cette corruption des élites, en tout cas c'était le cas hein, jusqu'à présent et peut-être encore toujours, et notamment de ce beau documentaire que nous avons vu tous les deux d'Arte, Casse du siècle au Liban. Alors il n'est plus en accès libre d'après ce que je vois sur Arte, mais il est disponible encore toutefois en payant. C'est un très beau documentaire qui explique donc d'une façon, vous m'avez dit quand même parfois un petit peu partielle, mais qu'est-ce que ça veut dire, la corruption au Liban? Oui. Alors, avec ça en toile de fond, cette reconstruction, vous l'envisagez comment? Par étapes, j'imagine. Oui, je crois qu'en ce moment, le Liban est un véritable cas d'école. Parce que le Liban, en l'état où il montre quelle peut être la conséquence de décennies de mauvaise gouvernance allié au surendettement, allié à la corruption systémique des dirigeants, avec en plus la guerre. Donc la guerre, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais on a quand même en toile de fond quelque chose qui est extrêmement inquiétant. La crise libanaise, elle est multiforme et elle est... Donc la reconstruction devra commencer par rapport à moi, je suis peut-être pas la seule à le penser également, par la confiance. Sans cela, il n'y aura pas de reconstruction au Liban. Vous dites la confiance? Voilà, de la communauté internationale pour commencer. D'accord. Parce que la communauté internationale a versé beaucoup d'argent au Liban après la guerre, après la cessation des combats de 1990. On sait maintenant que la guerre s'est poursuivie par d'autres moyens. Donc cette année, nous commémorons les 50 ans de l'éclatement de la guerre du Liban. Donc depuis 50 ans, le Liban est en guerre. En 1990, la communauté internationale a versé des fonds qui ont été dilapidés. Peut-être que c'est l'équivalent d'un plan Marshall à l'échelle libanaise qui a été déversé sur le Liban pour un résultat tout à fait déplorable. Les Libanais, même quand il n'y a pas la guerre, ils n'ont pas le courant électrique et de l'argent, des millions, des centaines de millions de dollars ont été dilapidés dans ce secteur-là. C'est ce que montre ce reportage. Donc, voilà, voilà, qui montre un petit peu le scandale de la gouvernance dont le Liban a fait l'objet depuis 1990 et qui n'est pas totalement imputable au Hezbollah. Il y a des dirigeants qui sont poursuivis ou il n'y a pas de poursuite par rapport à ça? Non. De toute façon, il n'y a pas, la structure pour finalement, ça le gouverneur de la Banque centrale du Liban est actuellement poursuivi, mais la corruption est tellement systémique, la corruption est tellement... elle est tellement enracinée dans la classe politique libanaise qu'on ne verrait pas par quels moyens on pourrait faire prévaloir le nécessaire principe de responsabilité. Elle pourrait rester impunie, cette corruption-là. Mais l'essentiel maintenant est de voir comment faire pour envisager l'avenir. On n'a même pas le luxe en ce moment de pouvoir définir des responsabilités et d'agir en conséquence. L'urgence, elle est vraiment à la reconstruction. Donc, assurer suffisamment de crédibilité pour redonner confiance à la communauté internationale. Sans cela, le Liban ne pourra pas se remettre sur pied. Ensuite, assurer suffisamment de confiance pour rassurer les Libanais de la diaspora. Parce que le Liban n'est pas démuni. Le Liban, c'est à la fois simple et compliqué.
C'est compliqué parce que finalement, on a tellement... Et le Premier ministre désigné maintenant, Nawaf Salam, est en train de l'expérimenter, de voir combien c'est compliqué le Liban et par combien de mécanismes il faut passer pour pouvoir aboutir à une décision. Mais en même temps, le Liban est simple, il est petit. On a toujours dit que c'est la taille, c'est la Dordogne, le Liban. Donc, c'est petit. Il y a une diaspora forte. Il y a une diaspora forte qui peut aider. Qui aide. Et qui aide, d'ailleurs, jusqu'à présent, et le documentaire le dit. La diaspora, elle aide en envoyant de l'argent à la famille restée au Liban, ce qui permet à des retraités, de vivre, de continuer à avoir... Parce que je crois que c'est la moitié de la population aujourd'hui qui vit sous le seuil de pauvreté ou plus que ça, hein. C'est une majorité. Certainement. Ouais. Il y a la pauvreté déguisée au Liban, celle qui est aussi, c'est la pauvreté invisible. Les classes moyennes qui se sont retrouvées totalement démunies du fait de la disparition de leur épargne et qui ont encore le sentiment de leur dignité tellement fort qu'elles ne vont pas frapper aux portes des organisations de bienfaisance et de secours. Donc ces gens-là, on les voit pas. Vous voyez, terrés chez eux, ils ont abandonné toute vie sociale parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'inviter et de se faire inviter. Et ils sont un petit peu, ils vivent reclus et sans que personne ne s'aperçoive de leur détresse. Donc la pauvreté, elle est multiforme et elle est à tous les niveaux de la société libanaise actuellement. La diaspora est là, elle peut aider, mais la diaspora n'a plus confiance. La diaspora elle-même, elle a perdu de l'argent dans les banques libanaises. Parce que c'était ça le casse du siècle. Le casse du siècle. L'épargne des Libanais qui a été les Libanais dilapidée. Qui ont travaillé toute leur vie dans les conditions absolument rudes. Ils ne pouvaient plus retirer leur argent aux distributeurs. De l'Arabie Saoudite. Vous voyez, les Libanais rentrés d'Arabie Saoudite qui ont pensé mettre leur argent dans les banques libanaises, qui assuraient, qui promettaient des taux extrêmement alléchants, qui n'ont pas vu venir le crash et qui se retrouvent à mendier $400 par mois aux portes des banques, eh bien, on a de véritables désastres sur le plan personnel et les nombres sont beaucoup trop importants pour qu'on puisse les négliger et pour qu'on se dise, oui, ils vont revenir. Ils vont pas revenir de sitôt. Il faudra beaucoup de temps, il faudra beaucoup d'efforts de la part de l'État libanais, parce qu'il faut qu'il y ait un État libanais capable de susciter la confiance, et on n'en est pas là. Le président Macron, il a déjà démontré à de nombreuses reprises son attachement au Liban et aux Libanais, sa volonté de faire quelque chose, mais tant que la volonté à l'intérieur du Liban n'y est pas, tant que les conditions ne sont pas requises pour la transparence et la confiance, on va pas y arriver. Et la semaine prochaine, donc, vous allez assister, vous m'avez dit, à un séminaire qui concerne, qui est en lien avec... Alors, je vais participer à un séminaire qui reflète la grande dynamique de la société civile au Liban, de ces associations qui regroupent quand même beaucoup de capacités, beaucoup de savoir-faire, le monde intellectuel, le monde académique, qui est quand même vibrant au Liban. Et donc, avec des historiens, avec des politologues, plein de collègues, il y a des discussions qui se font. Il y a, et ça aussi, c'est l'une des forces du Liban, c'est qu'il y a aussi encore dans le pays une population suffisamment zélée, formée. Elle est prête à faire quelque chose, mais le système tel qu'il est fait continue de verrouiller et de décourager les meilleures volontés. Vous voyez. Je trouve c'est bien d'indiquer que malgré la situation, il y a ce genre de séminaire qui va se tenir à Beyrouth. On l'entend pas et donc ça, c'est bien pas. Pas plus. Je vous interromps, mais pas plus qu'on ne réalise qu'en ce moment au Liban, nos universités fonctionnent. Des professeurs extraordinaires assurent des cours d'une grande qualité et ils prient pour le retour des étudiants étrangers. Toutes les Sciences Po de France qui nous envoient leurs étudiants arabisants qui s'intéressent au Moyen-Orient, on veut les revoir dans nos classes, ces étudiants exceptionnels. Mais il y a encore des cours d'exception qui se donnent au Liban. Il y a le théâtre à Beyrouth.
Les expositions alors, à Beyrouth. On va en parler justement de votre ville. Alors, un rappel, toutefois, on ne l'a pas mentionné, hein, 2 explosions, hein, ces 2 explosions au port de Beyrouth en 2020, qui ont fait 235 morts et plus de 6500 blessés à cause du mauvais stockage de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium. Ça aussi, c'est lié à la corruption, hein, endémique du pays. Ça reste une énigme. Ça reste une énigme. Au niveau du qui, du quoi, du comment, ça reste une énigme et l'enquête piétine. Là aussi, les Libanais veulent des réponses. Alors, allons vers quelque chose de... Enfin, allons vers un peu plus de légèreté, si l'on peut. Racontez-nous votre Beyrouth. C'est quoi votre... Et vous, j'allais dire votre Beyrouth, le Beyrouth que vous avez connu, mais vous parlez de théâtre toujours d'une scène théâtrale active aujourd'hui. Donc, il y a le Beyrouth présent, qui est aussi qui peut être positif, et puis le Beyrouth que vous avez connu. Tout à fait. Vous savez, le dernier demi-siècle, ou même au-delà, a complètement défiguré le Moyen-Orient. Mais là, vraiment de façon générale. Et on a oublié la richesse et de villes comme Bagdad, Beyrouth, Le Caire, Alexandrie. Tout ça, c'est fini. Et Beyrouth figure au niveau de ces victimes de la malgouvernance, des coups d'État, des guerres, de la misère, etc. Mais Beyrouth, contrairement aux autres capitales qui l'entourent, a gardé son dynamisme. Beyrouth reste quand même ce qu'était Beyrouth dans le temps. Il suffit juste d'y aller, et j'ai hâte d'y aller la semaine prochaine, pour retrouver que ma ville continue de vivre en dépit de tout et qu'elle n'attend finalement que cette lueur de confiance pour qu'elle se remette à vivre tout à fait. Vous voyez, parce que entre les rues du quartier de mon enfance et puis en allant vers l'université américaine, vers le centre-ville, le musée national, l'université Saint-Joseph, on est dans une ville qui vit, qui vibre, qui crée. Et c'est une ville de créativité. Et d'ailleurs, elle aurait aussi raflé le prix de la ville où la nightlife, comme on dit, est la plus animée. Oui. Voilà. Mais c'est ça. Et ce qui... Excusez-moi, oui. Elle continue quand même, cette vie de la nuit? Oui, oui, souvent d'ailleurs dans les capitales en guerre, on dit qu'il y a une nuit... Parfois, on a l'impression, vu de l'extérieur, que la vie est à l'arrêt, alors que non, le cœur de Beyrouth continue. Précisément ce sont des soupapes... Tout à fait. Après, vous savez, en septembre, quand vraiment le conflit entre le Hezbollah et Israël s'est réellement embrasé... à une échelle totalement démesurée. Il y a eu comme un moment d'égarement pendant une semaine, 10 jours. Et puis, moi, je suis abonnée à beaucoup de newsletters de théâtre au Liban. J'ai vu de nouveau affluer les annonces pour les pièces de théâtre. Donc, on est de nouveau face à une ville qui refuse d'abandonner la partie et qui continue de vibrer de l'intérieur. Mais le Liban est en ce moment, c'est un véritable déchirement. Le Liban, en ce moment, est comme une maison de famille abandonnée. Vous voyez, quand le plâtre commence à tomber, quand les canalisations ne fonctionnent plus. Voilà, donc quand je retourne au Liban, je retrouve une maison familiale totalement abandonné et un effort personnel maintenant à l'échelle individuelle, familiale ou même locale au niveau des municipalités ne suffirait pas. On a vraiment besoin d'une action globale basée sur la confiance en l'État libanais pour espérer redonner à cette maison sa splendeur d'antan. On va terminer cet entretien, Yara Khoury, si vous le voulez bien, sur une autre ville, celle où vous résidez aujourd'hui, Bucarest. Alors moi, je suis très curieux de savoir comment vous la vivez, cette ville. Elle a un petit côté oriental aussi, non? Oui.
Pour ça, vous l'aimez peut-être? Oui. Oui, elle a un petit côté oriental. En fait, vous savez, Bucarest se laisse apprivoiser pas à pas. Quand on arrive, on croit, on s'attend à retrouver une ville-musée, Paris, Prague, vous voyez. Ce n'est pas vraiment le cas. Le communisme a beaucoup défiguré cette ville. Et donc, il y a eu une déception. Et puis, avec le temps, et en circulant dans la ville, surtout à pied, je me suis rendu compte que, comme Beyrouth, Bucarest est une ville qui porte de nombreuses blessures. Entre les vieilles bâtisses à l'abandon, la période communiste qui est passée par là, la folie des promoteurs immobiliers depuis la chute de Ceausescu, c'est une ville aux nombreuses blessures. Les tremblements de terre. Et les tremblements de terre. Donc, elle a donc pour moi le côté attachant et c'est comme Beyrouth. Qui a dit qu'on ne devait aimer que les villes belles? Vous voyez? Non, on peut aimer Bucarest parce que Bucarest est une ville qui vous parle et elle a une histoire à vous raconter. Pour moi, c'est très important. Et puis, une fois, lors de mes séjours, des séjours ponctuels qu'il m'arrivait de faire ici, on était à dîner avec un historien de l'art et puis tout à coup, j'ai découvert au détour de notre conversation qu'il y avait à Bucarest finalement, et là, je ne le sentais pas de manière tout à fait consciente, mais pour moi, voilà, ça peut choquer vos auditeurs, mais pour moi, il y a des restes, les vestiges de l'Empire ottoman dans la langue, dans une certaine atmosphère, et c'est trop long à expliquer, mais j'aime l'Empire ottoman, j'aime les empires. Vous voyez, donc, et même dans la langue roumaine, que je ne parle pas encore, mais que je comprends très bien, je pense que leur grammaire, leur conjugaison est assez complexe. Je suis pas arrivée à m'y faire. Elle l'est, oui. Mais il y a tellement de mots que nous utilisons au Liban et ailleurs dans le monde arabe et qui viennent de l'Empire ottoman. Pour moi, c'est à chaque fois un motif de surprise et d'émotion. Voilà, donc, et puis on est à 2 heures de Beyrouth, 2h30 de Paris, c'est quand même appréciable. Très bien, ben merci beaucoup Yera Khoury, on va terminer là-dessus. Merci pour nous avoir expliqué ce Liban compliqué avec beaucoup de simplicité et de détails et merci beaucoup et j'espère à une prochaine fois et bon séjour encore une fois à Bucarest. C'est moi qui vous remercie. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un très beau week-end. Week-end Placoute. Au revoir.